Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus, ça me fait grand plaisir de vous retrouver et je vois qu'il y a de nouvelles têtes, oui, comme madame. Mais dites, c'est un coiffeur qui vous a fait cette coupe? Il y a urgence à en changer, hein. Quoique vous êtes avec monsieur, alors pas d'importance. Bien, où en étions-nous? Ah oui, je vous ai quitté la dernière fois à la grille du couvent, duquel je m'enfuyais sans avoir dit au revoir à personne, ne pouvant révéler le secret qui m'embrasait tout entière. J'étais devenue une femme, dans les bras d'un garçon que j'avais dans la peau. Dieu que cette expression prenait tout son sens maintenant que je la comprenais. Et je devais épouser dans un mois un autre homme qui m'attendait, amoureux, fidèle et béni par mon père avant sa mort. Arrivé à la gare, après avoir marché 3 kilomètres depuis le couvent, il me restait 20 minutes pour décider de mon destin. Soit je prenais le train de 6h38, qui me ramènerait chez moi et je tairais à tous mon secret. Soit je prenais le train de 7h pour Paris, coupant tout lien avec ma famille et vivant de je ne sais quoi, ma foi. Soit je retourne à la pension, pour dire à Max combien vivre sans lui me serait insupportable et que je préférais tourner le dos à tous ceux qui m'aimaient plutôt que de renoncer à notre amour. Le fameux destin décida à ma place. En effet, devant la gare, plusieurs personnes, malgré l'heure matinale, semblaient attendre l'arrivée d'un autocar, et parmi elles, une mère et sa petite fille qui devait avoir une dizaine d'années. Lorsque l'autocar fit son apparition quelques minutes plus tard, plusieurs soldats, hagards, épuisés mais vivants, en descendirent. Je voyais la maman et sa fillette s'agiter dans tous les sens quand le dernier soldat sortit du car. Il était d'une maigreur et d'une faiblesse indescriptibles. Mais lorsqu'il vit sa femme et sa fille, son regard s'alluma comme une torche, et ce fut comme si la vie circulait à nouveau en lui. Lorsqu'ils s'étreignirent de toute leur force tous les trois, j'aurais donné n'importe quoi pour être à la place de la petite fille et serrer mon père dans mes bras. Je pris cela pour un signe, et je décidai de rentrer à la maison, auprès des miens, et d'accomplir ce que mon père attendait de moi. Une fois arrivés au château, les jours passèrent comme des tourbillons. Les blessés en voie de rétablissement se préparaient pour rentrer chez eux, et les hommes du village, qui avaient survécu à la guerre, revenaient du front et réintégraient leur famille, avec une joie immense, mais aussi une conscience que ces 4 années d'absence avaient changé beaucoup de choses dans tous les domaines. Les soldats avaient vu et vécu trop de choses affreuses pour pouvoir les effacer de leur cerveau et pour pouvoir en parler à d'autres que leurs frères d'armes. Leurs enfants, qu'ils avaient quittés 4 ans auparavant, les regardaient avec respect et un peu de peur, mais sans l'élan d'affection spontanée qu'ils avaient avant la guerre pour leur papa. Quant aux épouses, elles avaient dû prendre en main tant de choses, assumer tant de décisions, et parfois laisser battre leur cœur ou leur corps pour un autre qui était là, lui, qu'elles avaient du mal à faire une place au revenant, qui, comme ce nom l'indique, était autant un fantôme que celui qui revient. Louis, le frère d'Achille, revint aussi, enfin, et le bonheur des parents de Claudine fut égal à leur soulagement et à leur chance d'avoir récupéré leurs 2 garçons vivants. Louis s'était fiancé, juste avant la guerre, à 16 ans, avec la fille d'un riche marchand de tissus qui avait une maison de campagne dans le village. Elle se prénommait Marguerite. Elle avait le même âge que lui, étaient tous les deux d'une grande beauté, et ils étaient tombés fous amoureux l'un de l'autre dès leurs 13 ans. Leurs parents respectifs ne voyaient pas d'inconvénient à cette union, et c'est pourquoi les fiançailles avaient été décidées juste avant la déclaration de guerre. Marguerite se savait très belle et faisait sa coquette en minaudant, ce qui avait le don de nous exaspérer Claudine et moi. Mais elle était sincèrement éprise de Louis. Du moins, comme on pense l'être à 16 ans, et j'en sais quelque chose. Durant l'absence de Louis, les très rares fois qu'elle recevait une lettre du front venant de lui, la mère de Claudine portait à Marguerite la seconde lettre que contenait l'enveloppe et qui lui était destinée. Lettre dans laquelle Louis se laissait aller à des déclarations d'amour magnifiques à sa fiancée. À partir du moment où Achille était rentré du front, en 1916, à la mort de mon père, c'est lui qui se mit à porter la lettre de son fiancé à Marguerite, et ayant la pression d'agir à la place de son frère bien-aimé et d'être le lien entre deux. Pendant 2 ans, il ne faillit jamais à sa tâche, toujours prompt à faire son devoir, consolant Marguerite lorsqu'elle ne pouvait contenir ses larmes, tâchant d'imaginer pour elle le quotidien de Louis dans les tranchées, ajoutant ses souvenirs à lui, en édulcorant les pires, et enfin, durant la dernière année, parlant de leur futur à Louis et à elle, et de l'espoir qu'il reviendrait vivant. Les rares fois où j'étais en vacances au château pendant ces 4 années, lorsqu'Achille venait me voir après avoir porté une lettre à Marguerite, je trouvais qu'il était bien brave et bien sot de se dévouer pour cette prétentieuse, je ne lui disais pas, et de continuer à l'épauler moralement, car la jeune fille que je voyais passer dans le village, dans de magnifiques robes, merci papa marchand de tissus, n'avait pas du tout l'air morose. Achille, toujours bienveillant, me disait que c'était une façade de politesse envers les autres, mais qu'au fond d'elle, la douleur de l'absence était toujours là. Je dois dire que ça m'agaçait un tantinet, voire même me rendait un peu jalouse, même si je savais qu'avec Achille, il n'y avait rien à craindre. Je rappelle que Max n'était pas encore entré dans ma vie, ni dans mon lit, mais sur ce point glissant. Bref, en décembre 1918,
2 semaines avant mon mariage avec Achille, ayant enfoui le souvenir de Max sous des édredons de morale et des couvertures de devoir, j'allais accueillir Louis au train, qui rentrait enfin de la guerre, en compagnie d'Achille, Claudine, leurs parents, et bien sûr, la jolie fiancée Marguerite. Les autres frères et sœurs de Claudine, malgré leurs protestations, s'étaient vus consignés à la maison pour ne pas épuiser Louis en lui sautant dessus dès son arrivée. Les soldats descendirent du train, comme ceux que j'avais vus descendre de l'autocar, dans un état de délabrement physique inouï et le regard perdu. Mais je pense que c'est en voyant Louis, que nous ne reconnûmes d'ailleurs pas tout de suite, que le choc fut le plus grand. Nous avions quitté un grand et superbe gaillard de 16 ans, aux cheveux dorés et drus, aux yeux rieurs et au sourire éclatant, plein de force et de virilité. Et nous vîmes s'avancer vers nous un quasi-vieillard, vous imaginez, à 20 ans, ratatiné, ayant perdu des dents, la peau grise et la démarche titubante. Sa mère, la première, se reprit immédiatement passé le premier choc et l'engouffra dans ses bras, quasiment l'étouffant comme si elle voulait absorber la douleur, la peine et le naufrage de son fils bien-aimé. Ensuite, son père, Claudine et Achille l'entourèrent et formèrent un cercle de force et d'amour autour de lui. Bien après ça, je m'avançai pour poser un baiser léger sur la joue du compagnon de jeu de nos années heureuses. Puis vint le tour de Marguerite. Loin de moi l'idée de juger les autres en des circonstances pareilles, et la jeunesse de Marguerite peut servir d'excuse à son attitude. Mais le mouvement de recul violent qu'elle eut quand Louis s'approcha d'elle acheva de détruire moralement, chez ce jeune homme, le peu que la guerre lui avait laissé. Elle essaya maladroitement sur le chemin du retour, dans la grande automobile prêtée par mon grand-père, de lui poser des questions, qui bien sûr étaient forcément déplacées, car que peut-on demander à quelqu'un qui revient de l'enfer ? La mère de Claudine nous dit qu'elle allait s'occuper de Louis à présent, et nous congédia tous, ramenant son fils chez elle, où l'accueillirent 9 enfants, muets de stupéfaction, mais dont les yeux débordaient de tendresse et de compassion envers ce héros fatigué. Les jours suivants, nous étions tous chamboulés, et nos têtes respectives se remplissaient de questions existentielles. Les préparatifs du mariage se poursuivaient, et même si dans la journée je me persuadais que j'avais fait le bon choix et qu'Achille ferait un mari formidable, dès que je me retrouvais dans mon lit le soir, mon cœur et mon corps ne pouvaient plus mentir et je ne pensais qu'à Max. J'avais l'impression que ma poitrine, mon ventre et tout mon être étaient tendus vers lui. Hélas, 3 jours plus tard, en faisant un petit calcul, je m'aperçus que la sensation d'expansion de ma poitrine et de mon ventre était probablement plus qu'une impression. Aïe, aïe, aïe. Je dis aïe, car si ça ne faisait pas mal physiquement, je n'arrivais même pas à imaginer quelle solution s'offrait à moi, hors le plongeon dans les douves du château. Les jours qui suivirent furent extrêmement compliqués, d'autant que les premières nausées se faisaient sentir et qu'après un haut-le-cœur difficilement réprimé devant les œufs brouillés de Sidonie au petit déjeuner, je précise que même en temps de guerre, nous avions réussi à conserver des poules et donc des œufs pour tout le village. Cette dernière Sidonie, toujours avec son satané œil de lynx, me dit à l'oreille: « Eh ben, mademoiselle Zénaïde, on n'aurait-il pas fauté avec son promis ?» Nous étions à 1 semaine du mariage. Il fallait absolument que je parle à Achille. Je n'envisageais pas une seconde de faire passer cet enfant pour le sien. Il était trop droit, je ne pouvais pas le trahir. C'est pourquoi, ce matin, des œufs brouillés, je pris le chemin de la maison familiale de Claudine afin d'avouer à Achille mon coupable secret. Je m'apprêtais à frapper à la porte, tremblante et prête à m'évanouir, quand celle-ci s'ouvrit à toute volée, laissant passer le vieux docteur Fraissinet qui me dit: « Ah, Zéna, tu es déjà au courant? Rentre vite chez toi et dis au tien de rester enfermé impérativement. » Je ne comprenais pas un mot, ça n'était tout de même pas encore la guerre. « C'est Louis, ça va très vite, je n'ai plus aucun espoir. » Mais je ne comprenais plus rien. « De quoi parlez-vous, docteur ? » ?»« Mais de la grippe espagnole. Il est le 2e cas au village. Elle est galopante et mortelle. Je l'ai isolée dans une pièce, mais je crains pour toute la famille. Achille est parti en voiture à Paris chercher des médicaments qu'on ne trouve pas ici. Rentre vite chez toi et surtout, ne laisse plus ta mère s'occuper des blessés. Je le ferai moi-même. Si la grippe arrive au château et qu'elle l'attrape, elle est trop faible. Elle ne tiendra pas. » Je rentrai en courant au château, prévenant tous ceux que je croisais au passage. Cette fameuse grippe espagnole dont on entendait parler depuis plusieurs mois déjà faisait des ravages, mais elle n'était pas encore arrivée jusqu'à nous. Et avec l'armistice, le retour des soldats et une nouvelle année qui allait bientôt arriver, tout le monde se disait que les misères, c'était fini, que le bon Dieu n'allait quand même pas nous envoyer une autre épreuve, que ça suffisait, qu'on avait assez payé, qu'on voulait vivre, qu'on voulait rire, qu'on voulait aimer. Mais le bon Dieu devait être en vacances, car cette 2e vague de grippe espagnole fit 21 victimes dans notre tout petit village, dont le pauvre Louis, qui, après être rentré vivant de la guerre, fut emporté en 3 jours. Je me suis toujours dit d'ailleurs qu'après avoir vu la réaction de sa fiancée Marguerite à son retour, quelque chose en lui avait lâché et que toute la résistance qu'il avait mise en œuvre pour rentrer vivant de cette foutue guerre avait cédé brutalement et qu'il s'était laissé emporter comme un fétu de paille par cette cochonnerie. Des milliers de soldats,
tout juste rentrés du front, furent cueillis par cette épidémie qui s'attaqua beaucoup aux hommes jeunes entre 20 et 40 ans, probablement tellement affaiblis par la guerre que leur défense était au plus bas. On pense qu'il y eut environ 400 000 morts en France de cette grippe espagnole entre avril 1918 et mai 1919. Ajouté aux presque 2 millions de soldats tués, c'est vous dire dans quel état se trouvait le pays et les familles doublement endeuillées. Notre mariage fut évidemment reporté, et ce ne fut que fin janvier 1919, soit 1 mois après avoir frappé à la porte de la famille de Claudine, que j'eus enfin le droit de revoir Achille, Claudine et toute la famille, le virus ayant enfin quitté le village. Je peinais à trouver les mots et les gestes pour leur exprimer mon amour et mon soutien. Et nous passâmes le déjeuner à parler de Louis, de notre enfance, des bêtises, des coups de sifflet, de manière à le faire revivre encore un peu. Après le déjeuner, Achille me prit par le bras et me conduisit sous le pommier de notre enfance. Même si ma grossesse ne se voyait pas encore, j'eus l'impression qu'il sentait que quelque chose avait changé en moi. Et bizarrement, en dehors de la douleur extrême que lui causait la perte de son frère, je me dis que quelque chose avait changé en lui aussi. Il parla le premier, et ce qu'il me raconta m'étonna au-delà de tout. Il me dit que c'était lui qui avait tué son frère, et quand je m'apprêtais à rétorquer qu'il me fit taire avec une autorité que je ne lui connaissais pas. Et ensuite, il parla sans s'arrêter. Il me dit que lorsqu'il allait porter les lettres de Louis à Marguerite, il se sentait investi d'une mission et qu'il avait l'impression d'apaiser un peu le sentiment de culpabilité qu'il avait de ne plus être au front alors que son jeune frère s'y trouvait encore, en faisant parler ce dernier par ses lettres et en maintenant le contact si précieux avec sa fiancée. Il me dit aussi qu'en dehors des lettres, qui n'étaient pas très fréquentes, Marguerite lui avait demandé de venir lui raconter de temps en temps ses souvenirs à lui et qu'il avait pensé que c'était encore une façon de se rapprocher de son frère. Mais que, de souvenir en souvenir, et que d'évocation de Louis en évocation de sentiments amoureux, eh bien les rencontres entre Marguerite et lui avaient pris une autre tournure. Et comme, dixit, je n'étais quasiment jamais là, puisqu'à la pension, la promesse qu'il avait faite à mon père avait tendance à devenir dangereusement floue, surtout face aux beaux yeux bleus de Marguerite. Bref, ils étaient tombés fous amoureux l'un de l'autre, mais évidemment absolument prisonniers de leur engagement respectif. Et c'est ce qui expliquait en partie le mouvement de recul qu'elle avait eu face à son fiancé à la gare. Il me dit donc pour terminer qu'il avait trahi son frère qui en était mort, qu'il avait trahi mon père juste avant sa mort et qu'il m'avait trahi et pour ça il méritait la mort. Bon, quand je vous disais que les périodes de trouble étaient propices à des sentiments exacerbés, là j'avais ma dose. J'étais, je dois dire, tellement estomaquée par ces révélations inattendues que j'ouvrais la bouche comme une carpe japonaise sans qu'aucun son en sortît. Toutefois, quand il se leva en pleurant pour se diriger vers la grange, j'eus peur qu'il ne décide de se pendre et je me levai d'un bond pour le rattraper. En prenant mon courage à deux mains, je lui dis la chose suivante. Achille, cher Achille, oui, on enrobe toujours quand on est mal à l'aise. Achille, je t'aime énormément. Ce à quoi il rétorqua immédiatement, entre deux sanglots, qu'il ne me méritait pas digne de moi. T'étais un monstre, etc., etc. Mais comme les sanglots et l'autoflagellation verbale ne s'arrêtaient pas, je décidai d'être plus direct. Achille, j'ai couché avec un autre homme, c'était le nirvana, je suis folle de lui et j'attends son enfant. Alors là, d'un coup, terminaient les pleurs et l'autoflagellation. Le silence qui suivit fut de plomb. Il se leva, me regarda d'une façon un peu étrange et me dit « Ça fait beaucoup d'un coup ». Puis, il me tourna le dos et repartit en direction de sa maison. Et là, je dois dire qu'étrangement, j'étais extrêmement soulagée. J'étais enceinte d'un autre homme que mon futur mari, qui aimait une autre femme. J'allais être la honte de tout le village. Je ne reverrais sans doute jamais l'amour de ma vie et j'allais finir toute seule avec mes chats. Mais j'étais soulagée. Et je me permis même le luxe d'offrir mon visage au soleil qui pointait le nez à travers les nuages. Oui, Archie. Vous auriez voulu être le père de mon enfant? Ah mais c'est gentil, Archie. Oui, je sais, nous n'avons pas eu d'enfant ensemble. Car j'en avais déjà 8 et que ça faisait beaucoup. Mais Archie, nous avons notre amour à bichonner et à protéger. C'est pas mal non plus, non? Allez, je vais bichonner. Et vous aussi, n'oubliez pas de le faire. Alors à très vite pour la suite de mes aventures. Au revoir.